Le 14 mai 1987, par un après-midi ensoleillé de printemps, Sylvie Gaillard quitte l'école primaire Jules Ferry de Dijon à 16h30, comme elle le fait chaque jour depuis 8 ans. Institutrice respectée de 34 ans, elle salue ses collègues d'un geste de la main et monte dans sa Renault 5 blanche. Personne ne sait encore que c'est la dernière fois qu'on la verra vivante. 32 ans plus tard, en 2019, des ouvriers découvriront, sous une épaisse dalle de béton de cette même école, une broche en or ornée d'un petit oiseau, celle que Sylvie portait le jour de sa disparition. Cette découverte va rouvrir l'une des affaires les plus troublantes de Dijon et révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Comment cette broche s'est-elle retrouvée enterrée dans l'école même où travaillait Sylvie? Et surtout, que s'est-il réellement passé ce jour de mai 1987? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun cas nouveau. Et dites-nous dans les commentaires, de quel pays et quelle ville nous regardez-vous? Nous sommes curieux de savoir où notre communauté est répartie dans le monde. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Dijon, préfecture de la Côte d'Or, compte alors environ 140 000 habitants. La ville, célèbre pour sa moutarde et son patrimoine architectural exceptionnel, vit une période de modernisation rapide sous la présidence de François Mitterrand. Le quartier où se trouve l'école primaire Jules Ferry, dans l'est de la ville, près de l'avenue de Stalingrad, est un secteur résidentiel tranquille, où se mélangent pavillons des années 1960 et nouveaux immeubles collectifs. L'école Jules Ferry elle-même, construite en 1952, est un bâtiment de plain-pied en briques rouges, typique de l'architecture scolaire de l'après-guerre. Elle accueille environ 180 élèves répartis en 8 classes, du cours préparatoire au cours moyen deuxième année. L'établissement jouit d'une excellente réputation dans le quartier, notamment grâce à son équipe pédagogique stable et dévouée. Sylvie Gaillard incarne parfaitement cette image d'excellence. Née le 8 mars 1953 à Beaune, elle a grandi dans une famille de viticulteurs modestes mais travailleurs. Brillante élève, elle obtient son baccalauréat avec mention en 1971 et intègre l'école normale d'institutrice de Dijon. Son stage de fin d'études se déroule justement à l'école Jules Ferry, où elle séduit immédiatement directeur et collègues par sa pédagogie innovante et sa patience avec les élèves en difficulté. En 1975, fraîchement diplômée, Sylvie épouse Claude Gaillard, mécanicien de 3 ans son aîné qu'elle a rencontré lors d'un bal populaire du 14 juillet à Beaune. Claude, homme solide aux mains expertes et au caractère doux, dirige un petit garage automobile rue de la République. Le couple s'installe dans une maison mitoyenne, rue Jean-Jacques Rousseau, non loin de l'école où Sylvie obtient son premier poste en septembre 1979. Leur fille unique, Marie, naît le 12 octobre 1980. Sylvie prend un congé maternité de 6 mois, puis reprend ses cours avec d'autant plus d'affection pour ses petits élèves qu'elle est désormais mère elle-même. Ses collègues remarquent qu'elle consacre encore plus de temps qu'avant aux enfants en difficulté, restant souvent après les heures de classe pour du soutien scolaire bénévole. La famille Gaillard mène une existence paisible et bien réglée. Sylvie se lève chaque matin à 6h30, prépare le petit déjeuner familial, dépose Marie chez la nourrice Madame Chevalier rue de la Manutention, puis arrive à l'école vers 8h15. Ses journées se déroulent selon un rythme immuable. Préparation de classe, enseignement de 8h30 à 11h30, pause déjeuner souvent prise avec ses collègues dans la salle des maîtres, cours de 13h30 à 16h30, puis correction et préparation jusqu'à 17h30 environ. Les soirées sont consacrées à la famille. Après avoir récupéré Marie, Sylvie rentre préparer le dîner que Claude et elle prennent vers 19h30, en regardant les actualités de Roger Giquel sur TF1. Les week-ends alternent entre sorties familiales, souvent au lac Kyr pour des pique-niques quand le temps le permet, et visites aux parents de Claude, qui habitent toujours Beaune. Cette routine rassurante va basculer brutalement ce 14 mai 1987. La journée commence normalement. Sylvie se lève à 6h30, comme d'habitude. Le temps est particulièrement clément pour un mois de mai,
avec un soleil déjà généreux qui filtre à travers les rideaux de la cuisine. Claude note que sa femme semble d'excellente humeur. Elle fredonne en préparant le café et fait danser Marie, âgée de 6 ans et demi, qui rit aux éclats. « Tu es bien joyeuse ce matin », remarque Claude, en chaussant ses chaussures de sécurité pour le garage. Les élèves de CE2 présentent leurs exposés sur les animaux aujourd'hui, répond Sylvie, en boutonnant son chemisier bleu marine. Tu sais comme ils ont travaillé dur ces dernières semaines. Je suis impatiente de les voir fiers de leur travail. Elle porte ce matin-là une jupe grise, son chemisier bleu marine préféré, et sa broche en or représentant un petit oiseau, aux ailes déployées, un cadeau de Claude pour leur 5e anniversaire de mariage. Cette broche, qu'elle affectionne particulièrement, attire toujours les compliments de ses collègues et l'admiration de ses élèves. Vers 7h45, Sylvie dépose Marie chez Madame Chevalier comme chaque matin. La nourrice, femme chaleureuse d'une 60aine d'années, remarque que Sylvie a l'air particulièrement enjouée. Madame Gaillard rayonne aujourd'hui, confiera-t-elle plus tard aux enquêteurs. Elle m'a dit que ses élèves allaient lui faire découvrir le monde animal et qu'elle avait hâte d'apprendre autant qu'eux. Sylvie arrive à l'école vers 8h15, se gare à sa place habituelle, dans la petite cour réservée au personnel, et entre par la porte latérale qui donne directement accès à la salle des maîtres. Ses collègues la trouvent en forme et bavarde. Elle partage avec eux son enthousiasme pour les exposés de l'après-midi et montre fièrement les dessins que ses élèves ont réalisés pour illustrer leur présentation. La matinée se déroule parfaitement. Les élèves de CE2 de Sylvie sont particulièrement attentifs, visiblement impatients de présenter leurs travaux. À la récréation de 10h, Sylvie surveille la cour avec Martine Duval, institutrice de CP, et sa plus proche amie à l'école. Les enfants sont survoltés aujourd'hui, observe Martine, en regardant les élèves jouer avec une énergie inhabituelle. C'est le printemps, répond Sylvie en riant. Et puis ils ont préparé quelque chose de spécial. Tu verras, certains exposés vont nous surprendre. La pause déjeuner se passe comme à l'ordinaire. Sylvie mange un sandwich jambon-beurre qu'elle a préparé le matin accompagné d'une pomme et d'un yaourt nature. Elle discute avec ses collègues des projets pour la fête de fin d'année scolaire, prévue début juin. L'atmosphère est détendue, presque festive. L'après-midi débute à 13h30 avec les présentations tant attendues. Les élèves de CE2 passent chacun leur tour devant la classe pour exposer leurs recherches. Kevin Laforge présente les lions avec une passion communicative, Amélie Schneider fait découvrir les dauphins, et le petit Marc Favre, habituellement timide, trouve le courage de parler des aigles devant ses camarades fascinés. Sylvie est aux anges. Elle photographie chaque présentation avec son appareil photo personnel, un petit Kodak compact qu'elle emporte souvent pour immortaliser les moments marquants de sa classe. Ces photos seront développées quelques jours plus tard et constitueront un témoignage poignant de ses dernières heures d'enseignement. Vers 15h30, alors que les exposés touchent à leur fin, le directeur de l'école, Monsieur Laurent Milot, frappe à la porte de la classe. « Excusez-moi de vous déranger, Madame Gaillard. Il y a quelqu'un au bureau qui souhaiterait vous voir. » Sylvie consulte sa montre. Il reste encore 1 heure de classe. « C'est urgent ?» Il dit que c'est au sujet d'un de vos élèves. Un parent qui ne peut pas attendre. Sylvie hésite un instant, puis demande à Martine Duval, dont la classe est en récréation, de surveiller ses élèves le temps qu'elle règle cette affaire. Elle suit Monsieur Milot jusqu'au bureau de direction, situé près de l'entrée principale de l'école. Plusieurs témoins voient Sylvie traverser la cour de l'école vers 15h35. Madame Josette Roux, l'employée d'entretien qui nettoie les vitres de la cantine, la salue de la main. Sylvie lui répond par un sourire et accélère le pas, visiblement pressée de régler cette histoire pour retourner auprès de ses élèves. C'est la dernière image que garderont d'elle ses collègues de Jules Ferry. Au bureau de direction, M. Milot explique à Sylvie qu'un homme s'est présenté quelques minutes plus tôt, prétendant être le père d'un de ses élèves et demandant impérativement à la voir. Il a dit que c'était urgent, qu'il ne pouvait pas attendre après 16h30, précise le directeur. Je lui ai dit que vous étiez en classe, mais il a insisté. Il semblait vraiment préoccupé. De quel élève s'agit-il ?
demande Sylvie. Il n'a pas voulu me le dire, il a juste répété qu'il devait absolument vous parler et qu'il attendrait dehors, près du portail. Cette situation interpelle Sylvie. Après 8 ans d'enseignement, elle connaît parfaitement tous les parents de ses élèves actuels et anciens. Les rendez-vous se prennent généralement à l'avance, et jamais aucun parent ne s'est présenté de manière aussi impromptue et mystérieuse. Néanmoins, consciente de ses responsabilités professionnelles, elle décide d'aller voir ce dont il s'agit. Elle demande à Monsieur Milot de prévenir Martine qu'elle en a pour quelques minutes, prend son sac à main dans son casier et sort de l'école par le portail principal. Plusieurs témoins aperçoivent Sylvie à l'extérieur de l'école entre 15h40 et 15h45. Madame André Leblanc, retraitée qui habite en face de l'établissement, la voit discuter avec un homme près du portail. Dans sa déposition ultérieure, elle décrit cet homme comme étant de taille moyenne, portant une veste sombre et un pantalon beige. Elle ne peut pas distinguer son visage, car il tourne le dos à sa fenêtre. Ils avaient l'air de discuter calmement, témoignera Madame Leblanc. L'homme gesticulait en parlant, comme s'il expliquait quelque chose d'important. Madame Gaillard l'écoutait attentivement, les bras croisés. Vers 15h50, Monsieur Henri Mercier, facteur du quartier qui termine sa tournée, croise Sylvie qui marche en direction du parking de l'école, toujours accompagnée de l'homme mystérieux. Il la salue comme à son habitude. Ils se connaissent depuis des années, mais remarque qu'elle semble préoccupée et ne lui rend son salut que distraitement. C'était inhabituel, confiera-t-il plus tard. Madame Gaillard était toujours très souriante, très polie. Ce jour-là, elle paraissait soucieuse, comme si elle réfléchissait intensément à quelque chose. À 16h, Martine Duval commence à s'inquiéter. Les élèves de CE2 réclament leur maîtresse et posent 1000 questions sur son absence. Martine improvise une activité de dessin libre pour occuper les enfants, mais surveille régulièrement par la fenêtre si Sylvie revient. À 16h15, elle se rend au bureau du directeur pour prendre des nouvelles. Elle n'est toujours pas revenue, s'étonne Monsieur Milot. Pourtant, ce parent avait dit que ce serait rapide. À 16h30, l'heure de la sortie des classes, Sylvie n'est toujours pas revenue. Ses élèves sont confiés aux autres instituteurs qui les accompagnent jusqu'aux parents ou vers les quarts de ramassage scolaire. Martine Duval se charge de rassurer les enfants les plus inquiets, leur expliquant que leur maîtresse a dû régler un problème important et qu'elle sera sûrement là le lendemain matin. Mais Monsieur Milot commence à ressentir une inquiétude grandissante. En 8 ans de collaboration avec Sylvie Gaillard, jamais elle n'a abandonné ses responsabilités de la sorte. C'est une professionnelle irréprochable, d'une ponctualité exemplaire, qui prévient toujours quand elle a le moindre contretemps. À 17h, le directeur décide d'appeler Claude Gaillard au garage pour vérifier si Sylvie est rentrée chez elle ou si elle l'a prévenue d'un quelconque empêchement. Claude décroche à la 3e sonnerie, les mains encore pleines de cambouis, après avoir réparé une boîte de vitesse récalcitrante. « Allô, Claude ? C'est Laurent Milot, de l'école Jules Ferry. Bonjour, Monsieur Milot. Un problème ? Écoutez, je ne veux pas vous alarmer, mais Sylvie a quitté l'école vers 15h40 pour rencontrer un parent d'élève et elle n'est pas revenue. Ses affaires sont toujours dans sa classe. Sa voiture est sur le parking. C'est très inhabituel de sa part. » Claude sent immédiatement son estomac se nouer. Lui aussi connaît parfaitement sa femme. Jamais elle ne quitterait ses élèves sans prévenir. Jamais elle n'oublierait de récupérer ses affaires ou sa voiture. « Elle ne m'a pas appelé », répond-il d'une voix déjà tendue. Et Marie est toujours chez la nourrice. Sylvie devait la récupérer à 17h30. Les deux hommes conviennent que Claude va immédiatement se rendre à l'école pour examiner la situation. En attendant, Monsieur Milot contacte discrètement les autres instituteurs pour savoir si quelqu'un a d'autres informations sur cette mystérieuse rencontre. Claude arrive à Jules Ferry à 17h20, encore vêtu de sa combinaison de travail tachée d'huile de moteur. L'inquiétude se lit sur son visage habituellement serein. Il inspecte la Renault 5 de sa femme. Les portières sont fermées à clé. Rien ne semble anormal à l'intérieur. Ses affaires personnelles, cartable, veste, clés de la maison, sont effectivement restées dans sa classe. « L'homme qui est venu la chercher, vous l'avez vu ?» demande Claude au directeur. « Non, quand je suis allé prévenir Sylvie, il attendait déjà dehors.
Je ne l'ai jamais aperçu, mais d'après sa description, ce n'est aucun des pères que je connais. Claude et M. Milot interrogent méthodiquement tous les témoins potentiels. Madame Leblanc confirme avoir vu Sylvie avec un inconnu, mais sa description reste vague. Un homme ordinaire, ni grand, ni petit, ni jeune, ni vieux, habillé normalement. Le facteur apporte un détail supplémentaire. Il se dirigeait vers le parking, mais pas vers la voiture de Madame Gaillard, plutôt vers la sortie, comme s'ils allaient quelque part à pied. À 18h, face à l'incompréhension générale et à l'angoisse croissante de Claude, M. Milot prend la décision d'alerter la police. Il compose le numéro du commissariat central de Dijon et explique la situation au brigadier de permanence. Une institutrice de 34 ans a quitté son école vers 15h40 pour rencontrer quelqu'un et n'est pas revenue. Sa voiture et ses affaires sont toujours sur place. Son mari s'inquiète beaucoup. Depuis combien de temps exactement? Demande le policier. Environ 2h30. Monsieur, vous savez que nous ne pouvons enregistrer une disparition qu'après 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles. Je vous assure que c'est exceptionnel, coupe M. Milot. Cette femme est d'une fiabilité absolue. Elle ne quitterait jamais ses élèves et son poste sans prévenir. Quelque chose ne va pas. Le brigadier, sensible à l'inquiétude perceptible dans la voix du directeur, accepte d'envoyer une patrouille pour constater la situation sur place. L'agent Michel Varlet et son collègue Bernard Cousin arrivent à l'école Jules Ferry vers 18h30. Âgé de 45 ans, l'agent Varlet possède 20 ans d'expérience dans la police municipale dijonnaise. Il a déjà traité de nombreux cas de disparition et son instinct lui dit immédiatement que cette affaire sort de l'ordinaire. Il interroge d'abord Claude Gaillard, avec la patience et la méthode qui caractérise les bons policiers de terrain. « Monsieur Gaillard, quand avez-vous parlé à votre épouse pour la dernière fois ?»« Ce matin au petit déjeuner, vers 7h30. Tout était normal, elle était même particulièrement joyeuse. Elle ne vous a pas dit qu'elle devait rencontrer quelqu'un aujourd'hui? » « Non, jamais, et elle me prévient toujours quand elle a des rendez-vous avec des parents, même improvisés. » « Votre femme a-t-elle des problèmes avec quelqu'un? Des conflits, des menaces ?» Claude réfléchit quelques instants. « Non, absolument aucun. Sylvie est appréciée de tous, ses collègues, les parents d'élèves, les enfants. Elle n'a jamais eu le moindre problème avec personne. » L'agent Varlet prend ensuite la déposition détaillée de M. Milot, puis de tous les témoins présents. Il fait noter précisément les horaires, les lieux, les descriptions. Son collègue photographie la voiture de Sylvie et sa classe, sans toucher à rien pour préserver d'éventuels indices. Vers 19h30, une décision inhabituelle est prise. Et compte tenu du caractère totalement atypique de cette disparition et de la personnalité irréprochable de la victime, l'enquête est immédiatement transmise à la brigade criminelle du commissariat central de Dijon. L'inspecteur principal Jean-Claude Naudin, 52 ans, prend l'affaire en charge dès le lendemain matin. Ancien de la préfecture de police de Paris, muté à Dijon en 1985 pour se rapprocher de sa famille bourguignonne, il a déjà traité plusieurs affaires de disparitions inquiétantes. Son expérience lui a appris à faire confiance à son intuition, et celle-ci lui dit que Sylvie Gaillard n'a pas disparu de son plein gré. Le 15 mai au matin, Claude se rend chez Madame Chevalier pour récupérer Marie et lui expliquer la situation. Comment dire à une fillette de 6 ans et demi que sa maman a disparu? Il opte pour une version rassurante. Maman a dû partir s'occuper d'une urgence. Elle va sûrement revenir très vite. Mais Marie n'est pas dupe. Elle connaît les habitudes de sa mère. Elle sait que Sylvie vient toujours la chercher à 17h30 précise, qu'elle ne l'oublierait jamais. Ses grands yeux bruns se remplissent de larmes quand elle comprend que quelque chose de grave s'est produit. L'inspecteur Naudin commence son enquête par un interrogatoire approfondi de tous les témoins. Il reconstruit minutieusement les dernières heures de Sylvie, établit une chronologie précise, fait réaliser un portrait robot de l'homme mystérieux à partir des descriptions de Madame Leblanc et du facteur. Le portrait révèle un homme d'apparence banale. Taille moyenne, corpulence normale, cheveux châtains, âge indéterminé entre 30 et 50 ans. Aucun signe distinctif particulier.
Rien qui permette une identification formelle. C'est le type d'homme qu'on croise dans la rue sans y faire attention, qu'on oublie aussitôt après l'avoir vu. Parallèlement, les gendarmes organisent des battues dans les environs de l'école. Les bois de la périphérie de Dijon, les chemins de halage le long du canal de Bourgogne, les friches industrielles, tous les endroits où pourrait se trouver Sylvie sont méthodiquement fouillés par des équipes de volontaires encadrés par les forces de l'ordre. Ces recherches ne donnent aucun résultat. L'enquête de voisinage révèle que personne d'autre n'a vu Sylvie après 16 heures. Entre le moment où le facteur l'a croisée et sa disparition totale, il y a un trou noir d'une demi-heure que les enquêteurs n'arrivent pas à combler. La voiture de Sylvie est examinée par les techniciens de l'identité judiciaire. Aucune trace de lutte, aucune trace de sang, aucun indice suspect. Le véhicule semble avoir été simplement abandonné sur le parking de l'école. Le 17 mai, soit 3 jours après la disparition, une découverte relance l'enquête. Un promeneur trouve la Renault 5 de Sylvie abandonnée sur le parking du parc de la Colombière, une vaste zone verte située à environ 3 km de l'école Jules Ferry. L'inspecteur Naudin se rend immédiatement sur place. La voiture est garée entre 2 arbres, dans un endroit peu visible depuis les allées principales du parc. Les portières sont fermées à clé. Rien ne manque à l'intérieur. Sur le siège passager, les enquêteurs trouvent le sac à main de Sylvie, contenant ses papiers d'identité, son portefeuille avec 180 francs, ses clés de maison et son petit carnet de notes professionnelles. Cette découverte pose plus de questions qu'elle n'en résout. Pourquoi Sylvie serait-elle venue au parc de la Colombière? Qui a conduit sa voiture jusqu'ici? Et surtout, où est-elle maintenant? L'examen technique du véhicule révèle un détail troublant. Des empreintes digitales inconnues sur le volant et le levier de vitesse, partiellement superposées à celles de Sylvie. Quelqu'un d'autre a manifestement conduit cette voiture après elle. Les enquêteurs interrogent systématiquement tous les usagers réguliers du parc de la Colombière. Plusieurs témoins se souviennent avoir vu la Renault 5 blanche garée à cet endroit dès le jeudi 14 mai en fin d'après-midi. Mais personne n'a remarqué qui l'a amenée ni ce qui s'est passé ensuite. Les semaines qui suivent voient l'enquête se déployer dans toutes les directions possibles. L'inspecteur Naudin et son équipe interrogent méthodiquement tous les parents d'élèves actuels et anciens de Sylvie, tous ses collègues, tous les membres de sa famille, tous ses amis et connaissances. Ils dressent le portrait d'une femme sans histoire, aimée et respectée par tous. Aucun conflit, aucune liaison extra-conjugale, aucun problème financier, aucune menace. Sylvie Gaillard semble avoir mené une existence parfaitement lisse et heureuse jusqu'au jour de sa disparition. Claude Gaillard fait l'objet d'investigations poussées, comme c'est toujours le cas dans les affaires de disparition. Les enquêteurs vérifient ses alibis, fouillent sa maison et son garage, examinent ses comptes bancaires, interrogent ses proches et ses clients. Tout confirme qu'il était bien à son travail l'après-midi du 14 mai, qu'il menait une vie rangée, qu'il aimait sincèrement sa femme et qu'il n'a aucun motif de lui nuire. L'hypothèse de la fugue volontaire est également explorée, puis rapidement abandonnée. Sylvie n'a retiré aucun argent de son compte, n'a emporté aucune affaire personnelle, n'a donné aucun signe de détresse ou de lassitude à ses proches. Tout dans sa vie récente témoigne au contraire d'un équilibre et d'un bonheur évident. La piste du délinquant sexuel est minutieusement étudiée. Les fichiers de police de la région sont épluchés, tous les individus ayant un casier judiciaire pour violences sexuelles sont localisés et interrogés. Plusieurs ont des alibis solides, les autres ne correspondent pas au signalement de l'homme mystérieux. Malgré l'acharnement des enquêteurs et la mobilisation importante de moyens, l'affaire Sylvie Gaillard piétine. Au bout de 3 mois, l'inspecteur Naudin doit se rendre à l'évidence. Toutes les pistes explorées ont abouti à des impasses. Le dossier reste ouvert, mais l'enquête active est suspendue faute d'éléments nouveaux. Claude Gaillard refuse d'accepter cette situation. Il multiplie les démarches, harcèle poliment mais obstinément les enquêteurs, fait imprimer des milliers d'avis de recherche qu'il distribue dans toute la Bourgogne.
Il engage même un détective privé de ses propres deniers, vendant sa voiture personnelle pour financer ses recherches supplémentaires. Mais tous ses efforts restent vains. Sylvie Gaillard semble s'être volatilisée sans laisser la moindre trace. Les mois qui suivent sont un calvaire pour Claude et Marie Gaillard. La fillette, maintenant âgée de 7 ans, ne comprend pas pourquoi sa maman ne revient pas. Elle fait des cauchemars, refuse parfois d'aller à l'école, dessine compulsivement des maisons avec une fenêtre vide, à la place où devrait se trouver sa mère. Claude, rongé par l'angoisse et l'incompréhension, sombre progressivement dans la dépression. Il continue mécaniquement à faire tourner son garage, mais ses clients remarquent qu'il a perdu sa jovialité habituelle. Il maigrit, dort mal, sursaute au moindre coup de téléphone, en espérant que ce sera enfin Sylvie qui appelle pour dire qu'elle va bien. L'école Jules Ferry est également traumatisée par la disparition de Sylvie. Les élèves posent sans cesse des questions sur leur maîtresse et l'institutrice remplaçante, Madame Françoise Dumont, a du mal à faire accepter sa présence. Les parents d'élèves organisent des collectes pour financer les recherches, affichent des photos de Sylvie dans tout le quartier. Monsieur Milot, le directeur, se sent personnellement responsable de ce qui s'est passé. Il se reproche d'avoir laissé Sylvie partir seule avec cet inconnu, d'avoir fait confiance trop facilement. Il démissionne en fin d'année scolaire 1987 et ne reviendra jamais dans l'enseignement. Les années passent sans apporter la moindre réponse. 1988, 1989, 1990. Chaque anniversaire de la disparition ravive la douleur de Claude et Marie. Chaque faux espoir, un appel téléphonique anonyme, un témoignage douteux, une femme qui ressemble à Sylvie aperçue dans une gare, replonge la famille dans un cycle infernal d'attente et de déception. En 1992, 5 ans après la disparition, Claude prend une décision difficile. Il fait déclarer Sylvie officiellement décédée. Cette démarche administrative ne correspond à aucune conviction intime. Il continue d'espérer secrètement qu'elle reviendra un jour, mais elle permet de régulariser la situation financière de la famille et d'obtenir une pension de veuve pour élever Marie. La fillette, maintenant âgée de 12 ans, a grandi dans l'ombre de cette absence. Elle ne se souvient plus vraiment du visage de sa mère, seulement de ses gestes tendres, de sa voix douce, de l'odeur de son parfum. Les photos ne suffisent pas à combler ce vide béant qui structure toute son existence. Claude ne s'est jamais remarié. Il a eu quelques relations au fil des années, mais aucune femme n'a pu supporter de vivre avec le fantôme de Sylvie. La maison de la rue Jean-Jacques Rousseau est restée exactement comme elle était en mai 1987. Les affaires de Sylvie dans l'armoire, ses livres sur la table de chevet, sa brosse à cheveux sur la coiffeuse. Au fil des années, l'affaire Sylvie Gaillard connaît plusieurs rebondissements qui ravivent temporairement l'espoir de Claude et des enquêteurs. En 1993, une femme amnésique est retrouvée dans un hôpital psychiatrique de Lyon. Elle correspond physiquement au signalement de Sylvie et ne se souvient de rien de son passé. Claude fait le voyage dans l'espoir que ce soit enfin sa femme, mais l'analyse ADN, technique qui commence à se développer, révèle qu'il s'agit d'une autre personne. En 1996, un détenu de la maison d'arrêt de Dijon, incarcéré pour violence conjugale, prétend détenir des informations sur la disparition de Sylvie. Il raconte une histoire rocambolesque, selon laquelle il aurait vu un de ses complices enlever une institutrice en 1987. L'enquête révèle rapidement qu'il s'agit d'un mythomane cherchant à attirer l'attention sur son cas. En 1999, 12 ans après les faits, un témoin se manifeste spontanément. Monsieur Roger Petit, chauffeur routier à la retraite, affirme avoir vu le 14 mai 1987 une femme correspondant au signalement de Sylvie dans une station-service de l'autoroute A6, près de Beaune. Elle était accompagnée d'un homme et semblait en détresse. Malheureusement, ce témoignage tardif ne peut être vérifié, et aucun élément matériel ne vient le corroborer. Toutes ces fausses alertes brisent un peu plus le cœur de Claude et entretiennent une souffrance qui ne trouve jamais d'apaisement. Marie, devenue une jeune femme réservée et mélancolique, supporte de plus en plus mal ces montagnes russes émotionnelles qui rythment sa vie depuis l'enfance.
En 2005, l'inspecteur Jean-Claude Naudin prend sa retraite après 35 ans de carrière. L'affaire Sylvie Gaillard reste son regret le plus cuisant, l'enquête qu'il n'a jamais réussi à résoudre malgré tous ses efforts. Le dossier est repris par l'inspecteur principal Éric Lemoine, 38 ans, spécialisé dans les cold cases. Ces affaires anciennes que les nouvelles techniques d'investigation permettent parfois de résoudre. Formé aux méthodes modernes de criminalistique, il décide de reprendre l'enquête depuis le début avec un œil neuf. Il fait numériser tous les documents du dossier, réinterroge les témoins encore vivants, fait réanalyser les preuves matérielles avec les technologies contemporaines. L'ADN extrait des empreintes trouvées dans la voiture de Sylvie est comparé aux fichiers nationaux, mais ne correspond à aucun profil connu. Lemoine s'intéresse particulièrement à l'homme mystérieux qui est venu chercher Sylvie le 14 mai 1987. Il fait établir un nouveau portrait robot informatique à partir des témoignages d'époque, utilise des logiciels de vieillissement pour imaginer à quoi pourrait ressembler cet individu 20 ans plus tard. Mais malgré toute sa bonne volonté et ses compétences techniques, l'inspecteur Lemoine se heurte au même mur que son prédécesseur. L'affaire Sylvie Gaillard semble condamnée à rester un mystère éternel. 32 ans après la disparition de Sylvie Gaillard, l'école Jules Ferry de Dijon fait l'objet d'importants travaux de rénovation. Le bâtiment de 1952, devenu vétuste, doit être entièrement modernisé pour répondre aux normes actuelles d'accessibilité et d'efficacité énergétique. L'entreprise Rousseau & Fils, spécialisée dans la rénovation de bâtiments publics, obtient le marché en février 2019. Les travaux débutent pendant les vacances de Pâques pour ne pas perturber la scolarité des élèves. Pascal Girard, chef de chantier expérimenté de 45 ans, supervise une équipe de 12 ouvriers. Ancien de plusieurs chantiers de rénovation scolaire dans la région, il connaît bien les particularités de ces bâtiments d'après-guerre. Fondation solide mais installation vétuste, amiante à désamianter, plomberie à refaire entièrement. Le 23 avril 2019, l'équipe s'attaque au sous-sol de l'école, zone technique où se trouvent la chaufferie et les réserves. L'objectif est d'installer une nouvelle chaudière à gaz et de moderniser tout le système de chauffage central. Vers 14h30, Kevin Morel, ouvrier de 28 ans spécialisé dans les démolitions, utilise un marteau-piqueur pour casser une dalle de béton particulièrement épaisse qui gêne l'installation des nouvelles canalisations. Cette dalle, coulée visiblement après la construction initiale du bâtiment, mesure environ 2 mètres sur 1 mètre et fait près de 15 cm d'épaisseur. « C'est bizarre, cette dalle », remarque-t-il à son collègue Anthony Leclerc. « Elle n'a pas l'air d'origine. On dirait qu'elle a été rajoutée après coup. » Effectivement, le béton de cette section présente une teinte légèrement différente du reste des fondations et sa texture semble moins homogène. Morel intensifie ses coups de marteau-piqueur pour venir à bout de cette dalle récalcitrante. Vers 15h, alors qu'il a réussi à percer le béton sur une vingtaine de centimètres de profondeur, son outil rencontre quelque chose d'inhabituel. Un objet métallique qui produit un son différent sous les impacts. « Pascal, viens voir ça !» appelle-t-il. « Il y a quelque chose là-dedans. » Girard suspend aussitôt les travaux et examine la cavité que son ouvrier a creusée. À l'aide d'une lampe torche, il aperçoit effectivement un objet brillant incrusté dans le béton. « Arrête le marteau-piqueur », ordonne-t-il. « On va dégager ça délicatement. » L'équipe procède alors à un dégagement minutieux, utilisant des outils plus fins pour éviter d'endommager l'objet mystérieux. Au bout d'1 heure de travail patient, ils parviennent à extraire une broche en or, représentant un petit oiseau aux ailes déployées. Malgré ses 32 années d'enfouissement dans le béton, le bijou est dans un état de conservation remarquable. L'or n'a pas terni, et tous les détails de l'oiseau sont parfaitement visibles. Au dos de la broche, une inscription gravée au burin indique « SG ». CG, 5e anniversaire, 1980. Pascal Girard, homme de bon sens et père de famille, comprend immédiatement qu'il vient de faire une découverte potentiellement importante. Il fait photographier la broche in situ par plusieurs ouvriers, note précisément l'endroit et les circonstances de la trouvaille,
puis contacte la mairie de Dijon pour signaler la découverte. La nouvelle parvient rapidement au commissariat central de Dijon. L'inspecteur principal Éric Lemoine, qui a conservé le dossier Gaillard dans ses affaires prioritaires, est immédiatement alerté par un collègue de la police municipale. « Éric, tu vas être intéressé. Des ouvriers viennent de trouver une broche en or dans les fondations de l'école Jules Ferry. Il y a marqué SGCG dessus. » Lemoine sent son pouls s'accélérer. Il connaît le dossier Sylvie Gaillard par cœur, et il se souvient parfaitement de la description de la broche que portait l'institutrice le jour de sa disparition. Claude Gaillard l'avait décrite en détail lors de son premier interrogatoire, une broche en or représentant un oiseau que je lui avais offerte pour nos 5 ans de mariage. L'inspecteur se rend immédiatement sur le chantier, accompagné d'un technicien de l'identité judiciaire. Il fait sécuriser la zone, interdit l'accès au sous-sol et procède à tous les relevés nécessaires. La broche est photographiée sous tous les angles, ses dimensions sont mesurées, sa position exacte dans la dalle est cartographiée. Lemoine fait également prélever des échantillons du béton environnant pour analyse et datation. Puis vient le moment le plus délicat, prévenir Claude Gaillard. L'homme a maintenant 71 ans. Propriétaire d'un petit garage automobile rue de la République, il a vieilli prématurément sous le poids du chagrin et de l'incompréhension. Ses cheveux ont blanchi, son dos s'est voûté, mais son regard conserve cette lueur d'espoir qui ne s'est jamais éteinte depuis mai 1987. « Monsieur Gaillard, inspecteur Lemoine, pouvez-vous passer au commissariat ? Nous avons du nouveau concernant votre épouse. » Ces mots que Claude a espérés pendant 32 ans le glaçant paradoxalement d'effroi. Après tant d'années, tant de fausses alertes, tant de déceptions, il n'ose plus vraiment croire qu'on puisse retrouver Sylvie ou au moins découvrir ce qui lui est arrivé. Il arrive au commissariat 1 heure plus tard, accompagné de Marie. Devenue une femme de 38 ans, mariée et mère de 2 enfants, elle a hérité de la mélancolie de son père et de la sensibilité de sa mère disparue. Institutrice elle aussi, un choix qui n'est sans doute pas innocent, elle enseigne dans une école de Beaune et mène une existence discrète et équilibrée. L'inspecteur Lemoine les reçoit dans son bureau avec la gravité et la délicatesse que requiert la situation. Il leur montre d'abord les photographies de la broche trouvée dans l'école. Claude Gaillard blêmit instantanément. Ses mains se mettent à trembler, ses yeux se remplissent de larmes qu'il retient difficilement. « C'est elle !» murmure-t-il d'une voix brisée. « C'est la broche de Sylvie. Je la lui avais offerte pour nos 5 ans de mariage, en 1980. Regardez, il y a même nos initiales gravées au dos. » Marie prend la main de son père, émue aux larmes elle aussi. Cette broche, elle s'en souvient parfaitement. Sa mère la portait souvent, et la petite fille, qu'elle était, aimait caresser l'oiseau doré quand Sylvie la prenait dans ses bras. « Où l'avez-vous trouvée » demande-t-elle d'une voix étranglée. « Dans les fondations de l'école Jules Ferry, sous une dalle de béton coulée après la construction du bâtiment, » répond Lemoine. Elle était emprisonnée dans le béton, comme si quelqu'un l'avait délibérément enfouie. Cette révélation bouleverse Claude et Marie. Si la broche de Sylvie se trouvait enterrée dans l'école même où elle travaillait, cela signifie que sa disparition est directement liée à cet établissement. Quelqu'un a voulu faire disparaître cette preuve, l'enfouir pour l'éternité dans le béton. Vous pensez que Sylvie est... Claude n'arrive pas à formuler la question qui lui brûle les lèvres depuis 32 ans. « Nous ne savons encore rien de précis », répond prudemment Lemoine. Mais cette découverte relance complètement l'enquête. Nous allons reprendre toutes les pistes depuis le début, en nous concentrant sur l'entourage professionnel de votre épouse. La découverte de la broche de Sylvie Gaillard fait sensation dans la presse locale et nationale. Après 32 ans de mystère, cette affaire qui avait marqué la région dijonnaise revient sur le devant de la scène médiatique. L'inspecteur Lemoine constitue une nouvelle équipe d'enquête, mobilisant tous les moyens techniques modernes. Le premier objectif est de dater précisément la dalle de béton dans laquelle était enfouie la broche. Les analyses de laboratoire révèlent que ce béton a été coulé entre juin et août 1987, soit dans les mois qui ont suivi la disparition de Sylvie.
Cette datation confirme que l'enfouissement de la broche est directement lié aux événements de mai 1987. Le moine fait également analyser les archives de l'école Jules Ferry pour identifier tous les travaux réalisés dans l'établissement pendant l'été 1987. Il découvre qu'une réfection partielle du système de chauffage a effectivement eu lieu en juillet 1987, 3 mois après la disparition de Sylvie. Cette rénovation a été confiée à l'entreprise Martel et Associés, une société dijonnaise spécialisée dans les installations thermiques. Malheureusement, cette entreprise a fait faillite en 1995 et ses archives ont été détruites. Il devient donc difficile d'identifier précisément qui a participé à ces travaux. Néanmoins, le moine parvient à retrouver Raymond Martel, l'ancien patron de l'entreprise, maintenant âgé de 78 ans et retraité depuis 20 ans. « Oui, je me souviens de ce chantier à Jules Ferry », confirme le vieil homme. « C'était un été particulièrement chaud et nous avions eu des problèmes avec la chaudière. Il avait fallu refaire une partie des canalisations dans le sous-sol. Et qui travaillait sur ce chantier? Mon équipe habituelle. Il y avait mon fils Patrick, mon neveu Michel et puis... Attendez, oui, Alain Roche, un bon ouvrier, très méticuleux. Il travaillait souvent seul dans le sous-sol pendant que les autres s'occupaient des radiateurs à l'étage. Le nom d'Alain Roche déclenche immédiatement des recherches dans les fichiers de police. L'homme, né en 1945, a maintenant 74 ans. Il vit seul dans un petit appartement de la rue de la Liberté, à Dijon, et perçoit une pension d'invalidité après un accident du travail survenu en 1998. Ses antécédents révèlent un casier judiciaire chargé, et plusieurs condamnations pour violence, exhibition sexuelle, et surtout une condamnation en 1983 pour agression sexuelle sur une femme dans un parking souterrain de Dijon. Il avait été condamné à 2 ans de prison, avec sursis et à un suivi psychologique. Ces éléments font d'Alain Roche un suspect de premier plan dans la disparition de Sylvie Gaillard. L'enquête de personnalité menée sur Alain Roche révèle le profil d'un homme perturbé, solitaire, ayant développé une obsession malsaine pour les femmes qu'il côtoyait professionnellement. Né dans une famille dysfonctionnelle de la banlieue dijonnaise, Alain Roche a grandi sans père, élevé par une mère alcoolique et violente. Élève médiocre, il quitte l'école à 16 ans pour apprendre le métier de plombier chauffagiste. Ses employeurs successifs décrivent un ouvrier compétent mais bizarre, qui parle peu et observe beaucoup. En 1975, il épouse Monique Chevrier, une secrétaire de bureau rencontrée dans un bal populaire. Le mariage ne dure que 3 ans. Monique demande le divorce en 1978, invoquant les comportements obsessionnels et violents de son mari. Elle confie aux enquêteurs qu'Alain la suivait partout, fouillait ses affaires, l'accusait sans cesse d'infidélité. « Il avait une façon de regarder les femmes qui me mettait mal à l'aise », témoigne son ex-épouse. « Il pouvait passer des heures à épier les voisines depuis notre fenêtre. Et quand il partait travailler dans les écoles ou les bureaux, il revenait toujours avec des histoires sur telle ou telle femme qu'il avait trouvée intéressante. » Après son divorce, Alain Roche vit seul et développe des habitudes de plus en plus inquiétantes. Plusieurs femmes portent plainte contre lui pour harcèlement ou exhibitionnisme entre 1979 et 1985, mais ces affaires sont classées sans suite, faute de preuves suffisantes. L'agression de 1983 qui lui vaut sa condamnation est particulièrement révélatrice de sa personnalité. Il avait suivi une employée de bureau jusqu'à sa voiture, l'avait bloquée dans le parking souterrain et avait tenté de l'agresser sexuellement. Arrêté par les cris de la victime et l'arrivée d'autres personnes, il avait prétendu qu'il s'agissait d'un malentendu. Le suivi psychologique ordonné par le tribunal révèle un individu souffrant de troubles obsessionnels compulsifs et de fantasmes sexuels déviants. Le psychiatre note dans son rapport: le patient développe des fixations sur des femmes de son environnement professionnel. Il élabore des scénarios romantiques complexes dans lesquels ces femmes partageraient ses sentiments, puis devient agressif quand la réalité contredit ses fantasmes. Ce profil psychologique correspond parfaitement au type de personnalité capable de commettre le crime dont Sylvie Gaillard a été victime.
Le 3 mai 2019, soit 32 ans et 15 jours après la disparition de Sylvie Gaillard, l'inspecteur Lemoine et son équipe procèdent à l'arrestation d'Alain Roche à son domicile de la rue de la Liberté. L'homme de 74 ans, diminué par l'âge et la maladie, oppose aucune résistance. Il semble presque soulagé d'être enfin confronté à cette affaire qui a hanté sa conscience pendant plus de 3 décennies. Conduit au commissariat central de Dijon, il est placé en garde à vue et interrogé par Lemoine, en présence de son avocat commis d'office, maître Catherine Beaumont. « Monsieur Roche, connaissez-vous Sylvie Gaillard ?» L'homme hésite quelques secondes, puis répond d'une voix à peine audible. « Oui, je l'ai connue. Dans quelles circonstances ? J'ai travaillé dans son école. L'été 1987. Je faisais des réparations au chauffage. Vous souvenez-vous de cette institutrice ?» Alain Roche ferme les yeux, comme pour se concentrer sur des souvenirs lointains. Elle était belle. Très gentille avec tout le monde. Elle me disait bonjour quand elle me croisait dans les couloirs. Vous l'avez rencontrée pendant les travaux de l'été 1987 ? Non, avant, pendant l'année scolaire, quand je venais pour les dépannages d'urgence. Parfois, elle était encore à l'école après les heures de classe. Lemoine sent qu'il tient une piste. Il sait qu'Alain Roche intervenait régulièrement à l'école Jules Ferry pour les petites réparations et l'entretien du chauffage. Il a donc eu de nombreuses occasions d'observer Sylvie, de s'habituer à ses habitudes, de développer une obsession à son égard. Que s'est-il passé le 14 mai 1987, monsieur Roche ? L'homme garde le silence pendant de longues minutes. Ses mains tremblent, ses yeux fuient le regard de l'enquêteur. Maître Beaumont lui rappelle qu'il n'est pas obligé de répondre, mais Roche fait signe qu'il veut parler. Je l'aimais bien, Madame Gaillard. Elle était toujours polie, toujours souriante, pas comme les autres qui me regardaient de travers. Vous l'aviez contactée ce jour-là ? Oui. J'avais dit au directeur que j'étais un parent d'élève. Je voulais juste lui parler. Lui parler de quoi ? Alain Roche se met à pleurer. 32 ans après les faits, l'émotion est encore vive, la culpabilité toujours présente. Je voulais lui dire que je l'aimais, que je pouvais m'occuper d'elle, de sa fille. J'avais imaginé qu'on pourrait être ensemble. Cette confession confirme les soupçons de Lemoine. Alain Roche avait développé une obsession romantique délirante envers Sylvie Gaillard, échafaudant des scénarios irréalistes dans lesquels elle partagerait ses sentiments. Qu'est-il arrivé quand vous lui avez parlé ? Elle m'a dit qu'elle était mariée, qu'elle aimait son mari. Elle a été polie mais ferme. Elle voulait retourner auprès de ses élèves. Et ensuite, Roche s'effondre complètement. Il sanglote sans retenue, balbutiant des mots incohérents. Il faut plusieurs minutes pour qu'il retrouve assez de calme pour continuer son récit. J'ai pas supporté qu'elle me rejette. Toutes ces années à imaginer qu'on pourrait être ensemble, et elle me disait non comme ça, sans même réfléchir. Qu'avez-vous fait ? Je l'ai suivie jusqu'à sa voiture. J'ai essayé de la convaincre encore. Je lui ai dit qu'elle ne me connaissait pas vraiment, que si elle me donnait une chance, elle a accepté de vous écouter ? Au début, oui. Elle était patiente, comme avec ses élèves. Mais quand j'ai voulu la prendre dans mes bras, elle s'est débattue. Elle a crié. Lemoine comprend que l'interrogatoire arrive au moment crucial. Il doit maintenant amener Roche à avouer le meurtre de Sylvie Gaillard. Qu'est-il arrivé ensuite, Alain ? Je voulais pas lui faire de mal. Jamais je voulais ça. Mais elle criait. Elle allait alerter tout le monde. J'ai mis ma main sur sa bouche pour qu'elle se taise. Et il ne peut plus parler. Ses sanglots redoublent. Son corps entier tremble. Maître Beaumont demande une suspension d'interrogatoire, mais Roche fait signe qu'il veut continuer. Elle s'est débattue de plus en plus fort. J'ai serré plus fort pour qu'elle arrête de crier. Et puis, plus rien. Elle bougeait plus. Alain Roche vient d'avouer avoir tué Sylvie Gaillard par strangulation le 14 mai 1987, près du parking de l'école Jules Ferry. L'interrogatoire se poursuit pendant plusieurs heures. Alain Roche, libéré d'un secret qu'il porte depuis 32 ans, raconte dans le détail comment il a tué Sylvie Gaillard et dissimulé son crime. Après avoir étranglé l'institutrice près de sa voiture, il a réalisé l'horreur de son geste.
Pris de panique, il a d'abord pensé à prendre la fuite, mais sa connaissance des lieux lui a donné une autre idée. « J'avais les clés de l'école », explique-t-il. « Pour les dépannages d'urgence, je suis revenu le soir avec le corps de Madame Gaillard. Je l'ai mis dans le sous-sol, dans la chaufferie. » Il raconte comment il a creusé une fosse dans la terre battue du sous-sol, comment il y a enterré Sylvie, puis comment il a attendu les travaux de l'été 1987 pour couler une dalle de béton par-dessus et effacer définitivement toute trace du crime. Sa broche était tombée pendant que je la portais. Je l'ai ramassée et quand j'ai coulé le béton, je l'ai mise dedans. Je sais pas pourquoi, peut-être pour qu'il reste quelque chose d'elle. Cette explication éclaire enfin le mystère de la broche trouvée dans les fondations de l'école. Roche l'avait conservée comme une sorte de trophée macabre, puis l'avait enfouie dans le béton lors des travaux qu'il dirigeait dans le sous-sol. Et sa voiture? Je l'ai conduite au parc de la Colombière le soir même. J'avais mis des gants pour pas laisser d'empreintes. Enfin, j'essayais. J'avais peur qu'on me soupçonne. Le moine comprend maintenant pourquoi l'enquête de 1987 avait piétiné. Alain Roche était un suspect parfait. Il connaissait les lieux, il avait accès à l'école, il pouvait circuler librement sans éveiller les soupçons, et il possédait les compétences techniques nécessaires pour dissimuler le corps et couler une dalle de béton. Pendant toutes ces années, vous n'avez jamais pensé à avouer. Tous les jours, répond Roche d'une voix brisée. Tous les jours, je pensais à elle, à sa famille, à sa petite fille, mais j'avais trop peur. Et puis, plus le temps passait, plus c'était difficile. Il explique qu'il a suivi de loin l'enquête, lu tous les articles de journaux, observé la douleur de Claude Gaillard. Plusieurs fois, il a failli se dénoncer, mais la lâcheté l'emportait toujours sur le remords. Quand j'ai appris qu'on avait trouvé la broche, j'ai su que c'était fini. En même temps, j'étais presque soulagé. Je suis vieux, je suis malade. J'en pouvais plus de porter ça. Les aveux d'Alain Roche permettent de localiser précisément l'endroit où est enterré le corps de Sylvie Gaillard. Le lendemain de ces confessions, une équipe de la police scientifique se rend à l'école Jules Ferry pour procéder aux fouilles. Guidés par les indications précises de Roche, les techniciens localisent rapidement l'emplacement exact de la sépulture clandestine. Sous la dalle de béton où était enfouie la broche, à environ 1,50 m de profondeur, ils découvrent effectivement les restes de Sylvie Gaillard. Le corps, remarquablement bien conservé grâce à la protection du béton et aux conditions particulières du sous-sol, permet une identification formelle. Les vêtements portés par Sylvie le jour de sa disparition, chemisier bleu marine, jupe grise, sont encore reconnaissables. Plus troublante encore, l'examen médico-légal confirme les déclarations de Roche. Sylvie est morte par strangulation. Cette découverte, attendue depuis 32 ans, bouleverse profondément Claude et Marie Gaillard. Après plus de 3 décennies d'incertitude, ils savent enfin ce qui est arrivé à Sylvie. La douleur de la perte se double d'un soulagement étrange. Ils peuvent enfin faire leur deuil et offrir à Sylvie la sépulture qu'elle mérite. Le docteur Philippe Marchand, médecin légiste chargé de l'examen du corps, confirme que Sylvie a été tuée le jour même de sa disparition. La victime n'a pas souffert longtemps, explique-t-il, avec la délicatesse qu'impose la situation. La strangulation a provoqué une perte de conscience rapide. Cette précision apporte un maigre réconfort à la famille Gaillard, qui redoutait que Sylvie ait pu être séquestrée et torturée pendant des jours ou des semaines. L'instruction judiciaire se déroule rapidement, les aveux d'Alain Roche rendant inutiles de longues investigations complémentaires. L'homme de 74 ans, affaibli par l'âge et les maladies, est inculpé de meurtre avec préméditation et violation de sépulture. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de la Côte d'Or le 15 octobre 2019. Malgré son âge et sa santé déclinante, Roche est jugé apte à comparaître et à répondre de ses actes. L'audience la plus poignante est celle où témoignent Claude et Marie Gaillard. Le vieil homme, maintenant âgé de 71 ans, raconte avec une dignité bouleversante ses 32 années de souffrance et d'incompréhension.
Pendant toutes ces années, j'ai imaginé 1000 scénarios, déclare-t-il face aux jurés. J'espérais qu'elle était encore vivante quelque part, qu'elle avait perdu la mémoire, qu'elle reviendrait un jour. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé qu'elle était enterrée sous l'école où elle travaillait, à quelques mètres de sa classe. Il évoque la détresse de Marie, privée de sa mère à l'âge de 6 ans et demi, grandie dans l'ombre de cette absence inexpliquée. Ma fille a passé toute son enfance à se demander si sa maman l'avait abandonnée, si elle avait fait quelque chose de mal. Elle s'est construite avec ce poids sur les épaules. Marie Gaillard, désormais institutrice comme sa mère, témoigne à son tour avec une émotion contenue mais palpable. « J'enseigne dans la même profession que ma mère, dit-elle. Chaque jour, en entrant dans ma classe, je pense à elle. Je me demande comment elle aurait évolué, quels conseils elle m'aurait donnés, comment elle aurait été grand-mère avec mes enfants. » Elle s'adresse directement à Alain Roche, assis dans le box des accusés. « Vous ne nous avez pas seulement pris notre mère et épouse, vous nous avez volé 32 ans de notre vie, 32 ans d'espoir et de désespoir, de questions sans réponse. Vous nous avez condamnés à vivre avec des fantômes. » Alain Roche, visiblement rongé par les remords, tente de présenter des excuses qui sonnent creux face à l'ampleur de la souffrance causée. « Je regrette, » balbutie-t-il. « Tous les jours depuis 32 ans, je regrette. Si je pouvais revenir en arrière, mais vous ne pouvez pas, » coupe sèchement l'avocat de la partie civile, maître Jean-Michel Durand. Vous avez eu 32 ans pour vous dénoncer, pour mettre fin au calvaire de cette famille. 32 ans pendant lesquels vous avez laissé un homme et sa fille vivre dans l'ignorance et la douleur. L'expertise psychiatrique ordonnée par la Cour révèle que Roche souffrait déjà en 1987 de troubles obsessionnels graves et de fantasmes délirants. Le psychiatre expert explique aux jurés que l'accusé avait développé une érotomanie envers Sylvie Gaillard, une conviction délirante qu'elle partageait ses sentiments malgré toutes les preuves du contraire. Monsieur Roche avait construit un scénario romantique complexe dans lequel Madame Gaillard était secrètement amoureuse de lui, explique le docteur Fabrice Lemoine. Quand elle a clairement rejeté ses avances, son système délirant s'est effondré, provoquant une réaction violente. Cette explication n'excuse en rien le crime, mais elle aide à comprendre les mécanismes psychologiques qui ont mené au drame. Après 3 jours de débat et 6 heures de délibération, la cour d'assises rend son verdict le 18 octobre 2019. Alain Roche est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Cette peine, relativement clémente eu égard à la gravité des faits, s'explique par l'âge avancé de l'accusé, ses aveux complets et spontanés, et les troubles psychiatriques dont il souffrait au moment des faits. Claude et Marie Gaillard accueillent ce verdict avec sérénité. « Ce n'est pas la sévérité de la peine qui nous importe, » déclare Claude à la sortie du tribunal. « Ce qui compte, c'est que la vérité est enfin éclatée et que Sylvie puisse reposer en paix. » Alain Roche, condamné à 74 ans, n'ira jamais en prison. Son état de santé se dégradant rapidement, il est hospitalisé peu après le procès et meurt d'un cancer généralisé le 3 janvier 2020, 3 mois après sa condamnation. Le 25 octobre 2019, 32 ans et 5 mois après sa disparition, Sylvie Gaillard reçoit enfin les obsèques qu'elle mérite. La cérémonie se déroule en l'église Saint-Michel de Dijon, en présence de plusieurs centaines de personnes venues rendre un dernier hommage à cette institutrice tant aimée. Ses anciens collègues de l'école Jules Ferry, maintenant retraités pour la plupart, sont tous présents. Martine Duval, sa plus proche amie, lit un texte émouvant sur l'engagement professionnel de Sylvie et sa passion pour l'enseignement. « Sylvie était de ces institutrices qui marquent une vie d'enfant », déclare-t-elle d'une voix tremblante d'émotion. Elle savait voir en chaque élève, même le plus difficile, une étincelle à faire briller. Les enfants qu'elle a eus dans sa classe en 1987 sont maintenant des adultes de 38-39 ans. Beaucoup sont venus aujourd'hui lui dire merci une dernière fois. Effectivement, plusieurs de ses anciens élèves, accompagnés de leurs propres enfants, assistent aux obsèques.
Kevin Laforge, qui avait présenté un exposé sur les lions le jour de la disparition de sa maîtresse, est devenu vétérinaire. Amélie Schneider, qui parlait des dauphins, enseigne maintenant les sciences naturelles dans un collège de Dijon. Madame Gaillard m'a donné le goût d'apprendre, témoigne Kevin. Quand elle a disparu, j'avais 8 ans. Je n'ai jamais compris pourquoi notre maîtresse ne revenait pas. Aujourd'hui, je sais enfin ce qui s'est passé. C'est terrible, mais au moins, elle peut reposer en paix. Claude Gaillard, très digne dans son costume sombre, prononce un discours simple et touchant. Sylvie était une épouse aimante, une mère exemplaire, une institutrice passionnée. Elle nous a été arrachée par la folie d'un homme, mais son souvenir continuera de vivre dans le cœur de tous ceux qui l'ont connue. Marie Gaillard, entourée de son mari et de ses 2 enfants, un garçon de 12 ans et une fille de 9 ans, évoque la mémoire de cette grand-mère qu'ils n'ont jamais connue. Mes enfants grandissent avec les photos et les histoires de leur grand-mère Sylvie. Ils savent qu'elle était institutrice comme maman, qu'elle aimait les livres et les enfants, qu'elle aurait été une grand-mère merveilleuse. Le cortège funèbre se dirige ensuite vers le cimetière de Dijon où Sylvie est inhumée dans le caveau familial que Claude avait fait construire en 1992, gardant toujours l'espoir qu'il pourrait un jour y déposer sa femme. Sur la pierre tombale, une inscription simple mais émouvante: Sylvie Gaillard, née l'amour 1953-1987, épouse et mère aimée, institutrice dévouée. Ton souvenir éclaire nos vies. Après la découverte du corps de Sylvie Gaillard, l'école Jules Ferry traverse une période difficile. Les parents d'élèves s'inquiètent. Certains envisagent même de changer leurs enfants d'établissement. Comment continuer à enseigner dans un lieu où a été commis un crime aussi atroce? La nouvelle directrice, Madame Isabelle Moreau, prend la situation à bras-le-corps. Elle organise une réunion avec tous les parents pour expliquer la situation, rassurer les familles et réaffirmer l'engagement de l'équipe pédagogique. Cette école a été le théâtre d'un drame terrible, reconnaît-elle. Mais elle a aussi été le lieu de travail de Sylvie Gaillard, une institutrice exceptionnelle qui a marqué des générations d'élèves. Nous ne pouvons pas laisser l'acte criminel d'un seul homme ternir la mémoire de cette femme remarquable, ni compromettre l'avenir de nos enfants. Une plaque commémorative est installée dans le hall d'entrée de l'école, portant cette inscription: à la mémoire de Sylvie Gaillard, institutrice de cette école de 1979 à 1987, disparue le 14 mai 1987. Son dévouement pour l'enseignement et l'amour qu'elle portait à ses élèves resteront à jamais dans nos cœurs. Chaque année, le 14 mai, une cérémonie simple mais émouvante se déroule devant cette plaque. Les élèves actuels apprennent ainsi l'histoire de cette institutrice qui a donné sa vie pour l'enseignement, même si ce n'était pas volontairement. Les travaux de rénovation de l'école se poursuivent, mais avec une dimension supplémentaire. Le sous-sol, où était enterrée Sylvie, est transformé en médiathèque, un lieu de savoir et de culture qui perpétue l'esprit de l'enseignement qu'elle incarnait. L'affaire Sylvie Gaillard marque profondément l'opinion publique française. Elle illustre de façon saisissante comment un crime peut rester impuni pendant des décennies et comment une famille peut vivre dans l'incertitude et la souffrance faute de connaître la vérité. Elle soulève aussi des questions importantes sur la protection des femmes face aux prédateurs sexuels. Les antécédents d'Alain Roche, ses condamnations antérieures pour agression sexuelle, ses comportements obsessionnels signalés par son ex-épouse, auraient-ils dû déclencher une surveillance plus étroite? Le psychiatre qui avait suivi Roche après sa condamnation de 1983 reconnaît dans un entretien accordé à la presse: les signaux d'alarme étaient là. Cet homme présentait un profil de délinquant sexuel récidiviste. Malheureusement, les moyens de surveillance et de prise en charge étaient beaucoup plus limités dans les années 1980. L'affaire relance également le débat sur les cold cases, ces affaires anciennes que les nouvelles technologies permettent parfois de résoudre. La découverte fortuite de la broche de Sylvie démontre que même après plusieurs décennies, la vérité peut ressurgir de manière inattendue. L'inspecteur Éric Lemoine, qui a mené l'enquête de 2019, tire les leçons de cette affaire.
Nous ne devons jamais baisser les bras face aux disparitions inexpliquées. Les familles ont droit à la vérité, même après de nombreuses années. Et parfois, c'est le hasard qui nous donne les clés que nous cherchions depuis si longtemps. Aujourd'hui, en 2024, l'affaire Sylvie Gaillard appartient à l'histoire criminelle française. Claude Gaillard, âgé de 76 ans, a trouvé une forme de paix après la résolution de cette terrible énigme. Il continue de vivre dans la maison de la rue Jean-Jacques Rousseau, entouré des souvenirs de sa femme, mais apaisé par la certitude que justice a été rendue. Marie Gaillard a écrit un livre bouleversant sur cette expérience. 32 ans d'attente. L'affaire Sylvie Gaillard, racontée par sa fille. Ce témoignage, publié en 2021, remporte un grand succès et aide d'autres familles confrontées à des disparitions inexpliquées. J'ai voulu écrire ce livre pour toutes les familles qui vivent ce que nous avons vécu, explique-t-elle. Pour leur dire qu'il ne faut jamais perdre espoir, que la vérité peut surgir même après des décennies d'attente. Et aussi pour que le souvenir de ma mère ne se résume pas à sa disparition, mais englobe toute la richesse de sa vie. L'école Jules Ferry a retrouvé sa sérénité. La nouvelle génération d'élèves grandit dans un établissement rénové, moderne, où l'enseignement se déroule dans d'excellentes conditions. Mais l'esprit de Sylvie Gaillard plane toujours sur ces lieux. Dans la plaque commémorative du hall, dans la médiathèque aménagée là où elle reposait, dans la passion pour l'enseignement qui anime encore l'équipe pédagogique. Certains de ses anciens collègues, maintenant retraités, viennent parfois visiter l'école. Ils racontent aux jeunes instituteurs l'histoire de Sylvie, ses méthodes pédagogiques innovantes, son dévouement pour les élèves en difficulté. Ainsi, son héritage professionnel continue de vivre et d'inspirer de nouvelles générations d'enseignants. Cette histoire nous enseigne que derrière les apparences les plus banales peuvent se cacher les crimes les plus terribles. Alain Roche était un ouvrier ordinaire, discret, que personne ne soupçonnait d'être capable d'un tel acte. Il côtoyait quotidiennement ses victimes potentielles dans le cadre de son travail, profitant de la confiance que lui accordaient les institutions. Elle nous rappelle aussi l'importance de la persévérance face à l'injustice. Sans la détermination de Claude Gaillard, sans les hasards de la vie qui ont mené à la découverte de cette broche, l'affaire Sylvie Gaillard serait restée à jamais un mystère. Combien d'autres familles attendent encore des réponses à leurs questions? Mais cette histoire nous enseigne surtout que l'amour et la mémoire sont plus forts que le mal et l'oubli. Sylvie Gaillard a été tuée par un homme perturbé, mais elle continue de vivre dans le cœur de sa famille, dans le souvenir de ses anciens élèves, dans l'héritage pédagogique qu'elle a laissé. Sa mort n'aura pas été vaine si elle peut aider d'autres familles à ne pas perdre espoir et inspirer de futurs enseignants à perpétuer sa passion pour l'éducation. 37 ans après sa disparition, Sylvie Gaillard repose enfin en paix, et sa broche en or, ce petit oiseau aux ailes déployées qui a permis de révéler la vérité, témoigne qu'aucun crime ne peut rester impuni pour l'éternité. Tôt ou tard, la justice finit toujours par triompher, même quand elle prend la forme d'un bijou oublié sous une dalle de béton. Ce cas nous montre à quel point la vérité peut parfois surgir des endroits les plus inattendus. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Aviez-vous soupçonné Alain Roche au cours du récit? Comment une telle tragédie a-t-elle pu rester cachée si longtemps? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si ce type d'enquête criminelle vous passionne et que vous voulez découvrir d'autres mystères du passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités enfouies qui méritent d'être connues. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles françaises. Car c'est en gardant vivante la mémoire de ces tragédies que nous pouvons espérer qu'elles ne se reproduisent jamais.